d'abord, je voudrais remercier toute l'organisation d'avoir pensé à moi pour cette journée, cette importante journée. Ma deuxième réaction, ça a été de me demander pourquoi ils ont pensé à moi. Quand je vois tous les collègues imminents qui ont parlé ce matin et qui vont parler après moi. Et enfin, j'ai été en fait rassuré. Alors pourquoi j'ai été rassuré? Parce que quand je regarde les documents qui ont été faits, les rapports, quand on écoute les interventions de mes collègues ce matin, on se rend compte que le sport, l'activité physique, a quasiment été cité à chaque fois. Et elle prend une place vraiment importante dans toutes les activités qui sont faites par vous tous au quotidien. Donc du coup, je m'appelle Rémi Casanova, je suis maître de conférence, je suis enseignant-chercheur à la Faculté des sciences du sport d'Aix-Marseille Université. Donc j'ai deux activités, une activité d'enseignant et une activité de chercheur. Je ne peux pas commencer sans parler de mon activité d'enseignant à la faculté, donc qui est sur le campus de Lumini, Marseille Sud, au milieu des parcs nationaux des Calanques. Donc on a un très beau cadre pour nos activités. Dans mon activité d'enseignant, on forme des étudiants, donc en STAPS, aux activités physiques adaptées pour la santé. Donc on a une cinquantaine d'étudiants en licence, une vingtaine d'étudiants en master qui sont dédiés à ces métiers-là, qui ont cette vocation-là. On forme des enseignants en APSA, en activité physique adaptée santé. On forme des cadres, des formateurs dans ce domaine-là. Donc parmi vos équipes pluridisciplinaires, pensez à cette ressource-là qui est, à mon avis, précieuse. Donc, on fait ça à Marseille, mais il y en a dans quasiment toutes les formations STAPS. Il y en a à Nice, par exemple, aussi également. Et donc, nos étudiants sont formés et ont pour vocation à venir travailler avec vous, pour vraiment avoir cet apport-là sur l'activité physique et une activité physique adaptée, bien entendu. La majorité de mon discours aujourd'hui va surtout être sur mon deuxième volet, mon activité de chercheur. Donc, je fais partie de l'Institut des sciences du mouvement. C'est un laboratoire pluridisciplinaire. Donc, on a des chercheurs dans de nombreux domaines donc, qui sont écrits ici, physiologie, neurosciences, biomécanique, robotique, psychologie, sociologie. Donc, vous voyez un très large panel de compétences. On étudie l'homme, le mouvement, la motricité humaine en général. Et on adresse des domaines très variés, bien entendu le sport, mais santé, éducation aussi en grande partie. Donc on a déjà bien évoqué ce matin. On a une approche qui part du terrain. Donc quand j'entends parler d'action, je suis extrêmement intéressé parce que c'est notre approche à nous aussi. Et donc mon approche en particulier, c'est d'étudier comment on agit et notamment comment l'action naît notamment de la perception et comment cette boucle sensorimotrice est mise en œuvre. Donc voilà le lien entre une personne, on appelle ça un agent de manière un peu barbante, mais comment elle est en lien avec son environnement et comment l'information qui arrive de l'environnement est générée, est traitée, est perçue pour faire de l'action. Donc c'est une approche très fonctionnelle en fait, c'est-à-dire qu'on va vraiment regarder quelle fonction doit être remplie, comment elle est remplie dans cette boucle entre l'information et l'action. Donc voilà, je suis personnellement spécialiste de la modélisation de la perception-action. Et j'utilise des outils, on va dire, assez nouveaux, les outils du numérique, pour étudier cette boucle. Donc on part d'actions réelles, on part de vraies situations, sportives par exemple, mais pas que. Ça peut être aussi des actions de conduite, ça peut être différentes activités humaines, et on réfléchit à comment s'inspirer de ces actions-là pour fabriquer des paradigmes scientifiques qui vont nous permettre de mieux comprendre le comportement humain et puis de faire des applications qui vont permettre, par exemple, l'apprentissage ou la rééducation. Ma tâche préférée, si je peux m'exprimer ainsi, c'est l'interception. Qu'est-ce que c'est que l'interception? C'est comment on attrape quelque chose
et notamment quelque chose qui bouge. Donc l'exemple le plus facile, c'est un gardien de but au foot qui doit attraper un ballon. Comment il fait? Comment s'organise son action? Quelle information il prend? Comment il va se mouvoir pour réussir son action? Mais ça peut être aussi comment je réussis à atteindre une place de parking avec ma voiture, ou toute autre action de la vie courante. Comment j'arrive à saisir une bouteille sur une table? Comment je peux serrer la main de quelqu'un quand je le rencontre? Et à partir de cette observation-là, mon jeu préféré, c'est de le transformer en paradigme scientifique, et donc d'étudier fondamentalement ces actions-là. Une de mes tâches préférées, du coup, c'est inspiré d'un jeu qui s'appelle Pong, qui était un des tout premiers jeux vidéo, où il s'agissait juste d'attraper une petite balle qui descendait sur un écran avec un petit rectangle qui bougeait en bas. C'était censé représenter le ping-pong ou le tennis, on ne sait pas trop. Et en fait, on s'est dit que c'était finalement une tâche très simplifiée, mais qui pouvait être extrêmement intéressante d'un point de vue scientifique pour comprendre la boucle perception-action. Et puis, on a commencé à étudier cette tâche. Je vais vous montrer quelques résultats. Et on s'est demandé comment l'enrichir et comment la rendre encore plus intéressante. Et on n'est pas allé chercher très loin, mais on a eu une idée qui était, et si on se servait de ce petit paradigme simple pour étudier la coordination entre deux personnes. Et donc on a inventé le double Pong, c'est ce qui est en bas à droite. Donc on a mis deux personnes maintenant, et on a regardé comment ils s'organisaient pour attraper une petite balle qui descendait sur un écran. Donc encore une fois, une situation très très simple, mais qui peut être très riche d'enseignements sur le comportement, donc sur la boucle perception-action, dans une interaction sociale, donc dans une interaction interindividuelle. Donc vraiment, de manière très très simple, quelques résultats. Donc le simple Pong, c'est le jeu vidéo que je pense beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Une balle descend un écran avec différentes trajectoires, et puis on va regarder comment les gens bougent pour attraper cette balle. Donc voilà à quoi ressemblent nos résultats. Vous avez en haut les trajectoires de balles qu'on a modélisées, qu'on a simulées, et en bas, le mouvement qui ont été faits par nos sujets. Donc vous allez me dire, c'est très joli, c'est un côté graphique indéniable, mais surtout, on peut, de ces simples enregistrements, tirer de nombreuses conclusions. À quel moment je me mets à bouger? À quelle vitesse? Est-ce que je suis précis? Est-ce que je ne suis pas précis? Et on peut, grâce à ce petit jeu, jouer sur des notions de temps, d'espace, en devant faire des gestes plus ou moins larges, avec des balles plus ou moins rapides, et on peut comme ça évaluer, quantifier les compétences perceptivo-motrices des sujets. Donc une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, ok, et que se passe-t-il quand on met deux personnes ensemble? Est-ce qu'elles arrivent toujours de la même façon à se coordonner, à bouger pour attraper ces simples petites balles? Donc on a imaginé le double Pong. C'est la même chose, sauf que maintenant il y a deux participants qui partagent leur écran et qui vont devoir attraper cette petite balle qui descend le long de l'écran. Et donc là, on a dû chercher des nouvelles façons d'analyser les datas. Et voilà le type de données qu'on a. Alors, ce graphique qui a l'air un peu mystérieux comme ça est finalement très très simple. En haut, vous avez le joueur de gauche. À chaque fois qu'il y a un point, c'est qu'il a attrapé une balle. En bas, en bleu clair, à droite, l'autre joueur. Et puis les points rouges, c'est quand on a raté la balle. Il reste une couleur, c'est les violets. Les violets, c'est quand les deux joueurs se sont collisés, donc sont rentrés en collision et donc n'ont pas réussi à se coordonner. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est que il y a très peu de collisions, donc on arrive dans les populations typiques très bien à se coordonner pour réaliser cette interception. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on peut, grâce à l'analyse de ce graphique, caractériser l'équipe, la team. Et donc par exemple, si vous voyez l'équipe de droite, par rapport au milieu de l'écran, vous voyez que la répartition entre joueurs de gauche et joueurs de droite se trouve à peu près au milieu.
Si vous regardez l'équipe 10, qui est un peu plus à gauche, vous voyez que cette limite est un peu déviée. Et on peut comme ça, du coup, évaluer l'équipe et avoir une quantification de cette coordination. On ne s'est pas arrêté là, on a fait d'autres types d'analyses. Et donc ce graphique vous montre en pourcentage qui bouge à quel moment. Et donc si vous regardez tout à gauche, donc c'est les balles qui arrivent à gauche, vous voyez que c'est le joueur bleu foncé qui se met à bouger la majorité du temps. C'est normal, c'est son côté, donc il perçoit très vite que c'est lui qui doit attraper la balle. Tout à droite, en bleu clair, c'est le joueur de droite qui se met à bouger. Et bien entendu, on a au milieu toute une zone où les deux joueurs se mettent à bouger. Donc ça veut dire que quand la balle commence à descendre depuis le haut de l'écran, les deux joueurs bougent. Ça, c'est le début de l'action. Et on a vu tout à l'heure qu'il y a très peu de collisions. Ce qui veut dire que, entre ce début du mouvement et la fin, il s'est passé une coordination où un joueur s'est arrêté, l'autre a continué, et puis ils se sont coordonnés, comme ça, sans communication verbale, sans même se voir, ils ne partagent que l'écran, pour réussir la tâche. Et donc cette tâche, qui peut paraître aussi, là aussi très très simple, peut nous permettre de quantifier, d'avoir une évaluation des capacités de coordination, des capacités perceptivo-motrices des personnes. Donc, à la fois le simple Pong et le double Pong nous permettent d'avoir une compréhension individuelle du comportement de chaque joueur dans des mouvements simples. Vous avez vu que c'était des simples mouvements d'interception. On va avoir des idées de la perception et de la motricité. Et puis dans des mouvements de collaboration. On va pouvoir interroger le rôle de la perception, de la motricité, mais aussi par exemple de la communication. Dans les premières expériences que je vous ai montrées, il n'y avait pas de communication, mais on peut bien sûr imaginer de permettre une communication pour voir l'impact que ça a sur le comportement des deux joueurs. Et donc ces idées-là, elles ont été concrétisées dans un réseau européen qui s'appelle RIPERS, donc qui est un réseau européen qui rassemble 20 partenaires académiques, cliniques et industriels, qui avait pour but de former 15 étudiants en doctorat, donc, et qui est dirigé par le professeur Bongers, qui est aux Pays-Bas. Et l'idée de RIPERS, c'était d'utiliser les connaissances qu'on avait sur la boucle perception-action pour la réhabilitation. Et donc on a continué à jouer avec ce principe-là, et on s'est demandé, ok, qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme tâche pour aider à la réhabilitation, pour aider à la compréhension de la motricité. Alors bien entendu, on a continué sur notre Pong et double Pong, parce qu'on aimait bien ça quand même, on trouvait ça original, mais on s'est aussi creusé la tête pour essayer d'inventer des nouvelles tâches, des nouveaux paradigmes scientifiques pour essayer d'aller un peu plus loin. Et donc là, on a eu des idées, qui peuvent d'ailleurs paraître saugrenues, mais qui nous plaisent. On a inventé une tâche, donc on appelle ça la balle qui roule, donc rolling ball. Donc c'est une balle qui roule sur une poutre, sur une petite glissière. C'est inspiré en fait, je ne sais pas si vous voyez, ces plateaux sur lesquels il y a une petite balle et où on doit contrôler la balle pour lui faire un chemin. Il faut être très concentré et puis il faut arriver à bien contrôler ses mouvements pour réussir à faire bouger la balle d'un côté à l'autre du plateau. Alors le plateau, ça nous a paru un peu difficile et donc nous on a simplifié ça en une dimension. Et donc le but du jeu, c'est de faire des petits allers-retours à la balle comme ça le long de la barre. Et là où on a complexifié un peu la tâche, c'est qu'on s'est dit, on pourrait très bien le faire à deux. Et donc c'est la photo que vous avez en bas à droite. On a demandé à des gens de faire cette activité-là à deux, histoire de voir comment ils se coordonnaient. Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet plusieurs choses. Ça permet d'expérimenter ce que c'est que l'apprentissage moteur. C'est une nouvelle motricité, dont personne n'est expert en général. On ne passe pas sa vie à faire rouler une balle sur une poutre. Donc tous ceux qui ont commencé sont des novices. Et donc on a regardé comment les gens apprenaient ça. Et on a regardé aussi l'influence que ça avait de commencer à apprendre tout seul ou de travailler en équipe. Donc ce que vous avez sur le graphique de gauche, en bleu, c'est ceux qui ont commencé à travailler en équipe. En rouge, c'est ceux qui ont commencé à travailler tout seul.
Et selon qu'on commence à travailler tout seul ou en équipe, on n'a pas les mêmes résultats. Donc par exemple, ceux qui ont commencé à apprendre la tâche tout seul, quand ils vont en équipe, après, ils sont meilleurs. Alors que ceux qui commencent à travailler en équipe, quand on les remet tout seul, ils n'ont pas forcément acquis une jolie expérience. Donc ça pourrait nous permettre aussi de faire des programmes de réhabilitation plus intelligents, où on peut apprendre des choses de manière individuelle avant d'aller vers de la collaboration ou de la coordination avec d'autres personnes. On a aussi regardé à quel point les gens pouvaient se coordonner. Donc pour faire cette tâche, il y a plusieurs stratégies. Les gens peuvent bouger les uns après les autres, ou les gens peuvent bouger en même temps. Donc on peut très bien bouger la barre, d'abord celui de droite, puis celui de gauche, et ainsi de suite. Ou alors on peut bouger en même temps. Et puis on peut aussi faire des mouvements qui ne sont pas productifs, comme monter tous les deux ou descendre tous les deux en même temps, qui n'apportent rien. Et donc on a quantifié ça. Donc, à travers une tâche qui peut paraître un peu saugrenue comme ça, on arrive à avoir extrêmement d'informations sur comment on se coordonne dans une performance motrice. Donc, on pense que ça va avoir beaucoup d'implications, que ça a beaucoup de potentiel pour fabriquer, pour construire des programmes de réhabilitation, des programmes d'éducation beaucoup plus efficaces, d'un point de vue moteur, mais aussi d'un point de vue cognitif. Un dernier mot, je suis dans mon laboratoire responsable d'une plateforme qui s'appelle le Centre de réalité virtuelle de la Méditerranée, et où en fait on essaye d'étudier si les nouvelles technologies comme la réalité virtuelle par exemple peuvent être des bons outils pour apprendre des tâches cognitives ou motrices. Et donc, vous avez déjà vu des images avant ça dans mon diaporama, mais on utilise beaucoup la réalité virtuelle. On fait beaucoup de comparatifs réalité virtuelle et puis réalité pour voir qu'est-ce qui est transférable, qu'est-ce qui est utile et comment on peut utiliser ces nouveaux outils qui sont, on va dire d'un point de vue ludique, souvent attrayantes pour pouvoir travailler. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur comment on peut utiliser le sport, l'activité physique, pour aller vers de la quantification, pour aller vers du diagnostic, voire de la réhabilitation. Merci à tous de votre attention.